Amis, j'espère que vous allez bien malgré le tumulte, malgré que ça chauffe. Ah, on a peur, les amis, et tous les prophètes de malheur s'y mettent. C'est la fin du monde, c'est le début de la troisième guerre mondiale. Et oui, les amis, c'est la fin des fins. Remballer, c'est peser. Circuler, il n'y a plus rien à voir, c'est terminé. Donc, les amis, les États-Unis et Israël, donc il y a un peu plus d'une semaine, c'était samedi, pas le samedi hier là, le samedi d'avant, samedi dernier, les États-Unis et Israël ont attaqué donc de manière conjointe l'Iran. Et finalement, tout porte à croire ben, que la guerre des 12 jours, en fait, c'était un peu le brouillon avant le propre, tu vois. Donc pendant la guerre des 12 jours de juin dernier, donc ils ont testé un peu les positions, tout ça, savoir si le ciel iranien était quand même abordable, si on pouvait survoler leur espace aérien sans trop de conséquences et tout ça, tout ça. Avant justement la vraie attaque, quoi. Donc on va analyser tout ça, on va analyser tous les enjeux réels, les enjeux cachés, ouais, bah, tout ce qui se cache en sous-bassement, tout ce que cette guerre implique. Donc moi avant, évidemment, avant que j'oublie, hein, je te le demande d'ores et déjà, like, commente, partage, abonne-toi et blablabla et blablabla. Je sais que t'entends souvent ça, mais bon, c'est pour aider la vidéo à être mieux référencée. Sachant que chez moi, tu as la vraie analyse, d'accord? Parce que j'entends plein de conneries. D'un côté, il y a les fameux yorariens, les fameux, enfin ceux qui croient trop à ce qu'on nous dit dans les mainstream, qui croient qu'il ne se passe rien, qu'Israël n'est touché par aucune bombe, que les États-Unis n'ont que quelques pertes humaines sans plus, etc. Voilà, qui croient au narratif des mainstream, donc qui croient qu'il n'y a pas grand-chose, qui croient que, voilà, hein, les Iraniens veulent tous la fin des mollahs et veulent l'arrivée au pouvoir du Shah, comme si le Shah d'Iran, ou plutôt du descendant du Shah, mais comme si le Shah d'Iran à l'époque c'était la démocratie en fait. En entendant certains, on dirait que le Shah n'a pas été évincé par une révolution populaire. On dirait que les gens n'en avaient pas marre du Shah. Enfin bref. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui, dès qu'il se passe un truc, troisième guerre mondiale. Donc voilà, moi je te le dis, il y en a qui me connaissent depuis longtemps. Moi j'ai beaucoup parlé du risque de troisième guerre mondiale sur YouTube. Donc je ne suis pas un fameux yorarien, entre guillemets. Mais c'est pas parce qu'il y a une guerre en Iran qu'il y aura forcément troisième guerre mondiale, hein. D'ailleurs on le voit, la Russie, la Chine mettent du temps à vraiment s'engager. Enfin bref. Bon, en tout cas, faut pas croire que l'Iran est vraiment isolé, hein. Évidemment, la Russie et la Chine sont derrière, mais de manière discrète, de manière limitée, de façon progressive. L'Iran n'aurait pas pu riposter autant sur les bases américaines, donc au Moyen-Orient, hein, dans les pétromonarchies. C'est pas vraiment les pétromonarchies qui sont attaquées par les tirs de missiles iraniens, c'est les bases américaines sur place, hein, aux Émirats, à Bahreïn, en Arabie Saoudite, etc. D'ailleurs, l'Iran a annoncé hier qu'elle arrêtait donc d'attaquer justement ces bases-là. Donc c'était peut-être justement un moyen de montrer à ces pétromonarchies-là l'inefficacité de la protection supposée des Américains chez eux. Hein, c'est une manière justement de décrédibiliser l'adversaire. Euh, voilà. Justement, les États-Unis et Israël avaient tenté de profiter de l'isolement supposé de l'Iran, sachant qu'il n'y a plus de Syrie. Tu vas pas me dire que la Syrie est encore un pays, c'est complètement faux. D'ailleurs, voilà, Al-Shara ou Al-Joulani, là, il change de nom à chaque fois. Euh, c'est un dirigeant fantoche, hein, c'est quelqu'un qui ne fait que suivre les Américains dans tout ce qu'ils font. Il ne se range pas du côté ben, justement des musulmans. Il faut arrêter avec sunnites contre chiites là. Ceux qui tombent encore dans cette propagande, je vais nommer personne, mais j'entends certains youtubeurs que j'aime bien en temps normal, mais encore reprendre ce narratif-là. Les gars, vous n'avez rien compris. Vous vous faites encore avoir pour ça.
essayer d'évoluer un peu. Essayer d'évoluer un peu. Par contre, il y a le Hezbollah qui donne du mal à Israël, hein, qui donne plus de mal à Israël que prévu. Pas comme pendant la guerre de Gaza où là, Nasrallah a pu être éliminé très rapidement et où Israël a porté un gros coup contre, contre le Hezbollah. Là, on voit que le Hezbollah s'est beaucoup mieux préparé à cette guerre. Parce que oui, il rentre coup pour coup à Israël, contrairement à ce qu'on nous montre dans les médias. Et ensuite, bah, concernant les États-Unis de manière plus large, bah là, tout montre que Trump, bah, il trahit un peu le camp des MAGA, hein. Le camp des MAGA qui est très isolationniste, pour finalement prendre le parti des néoconservateurs pro-évangélistes, alors qu'en 2024, pendant sa campagne, il a fait tout un discours où il disait qu'il n'allait pas faire la guerre en Iran et tout ça. Bon, il s'avère que finalement, ce mec-là, Trump, plus on avance, plus il s'avère être une grosse fraude et qui s'est totalement laissé berner par Netanyahou. Alors, il a beau prétendre l'inverse, mais son secrétaire d'État à la politique étrangère, aux affaires étrangères, pardon, donc Marco Rubio a vendu la mèche, hein. Il a dit que c'est Netanyahou qui a entraîné Trump dans ce bourbier. Donc Netanyahou, bon, on le sait, c'est quelqu'un qui a intérêt à ce que la guerre perdure et ne s'arrête jamais pour échapper justement aux tribunaux parce qu'il s'est empêtré dans des gros scandales de corruption. Et puis il y a le projet du Grand Israël qu'il met en avant. Il s'appuie de plus en plus sur l'eschatologie juive pour justifier vis-à-vis de la population israélienne et notamment vis-à-vis des religieux. Donc sa volonté d'expansion et sa volonté de guerroyer un peu partout au Moyen-Orient. Non, parce que tu vas pas me faire croire que ce mec-là, il croit vraiment aux prophéties d'Isaïe et à l'eschatologie. Je te parle de Netanyahou. Tu vas pas me faire croire que ce mec-là est un vrai fanatique. Non, pour moi, lui, il croit en rien. C'est juste un suprémaciste racialiste, génocidaire. Voilà, tueur d'enfants, tueur de bébés. Hein, parce que des bébés, ils en tuent, eux. Israël, les États-Unis. Rien qu'en Iran, il y a eu une école de fillettes qui a été touchée dès les premiers jours, avec plein de petites filles mortes. Une centaine à peu près. T'as plein d'enfants qui meurent à l'heure actuelle en Iran et tout. Et je te parle même pas de ce qui s'est passé à Gaza. Mais évidemment, quand c'est eux, là tout de suite, ce sont des bombardements, hein, ce sont des bombardements pédagogiques, hein, c'est pour apporter la démocratie. Bien sûr, ils sauvent la population de la dictature, du Hamas, des Mollahs. Ils sauvent la population en la tuant, hein, évidemment, avec des frappes chirurgicales, hein. Et ceux qui meurent, ben, c'est des dommages collatéraux. Évidemment, quand c'est eux qui le font, c'est ça. Voilà. Par contre, quand c'est les autres, là, tout de suite, c'est que ce sont des barbares, c'est qu'il faut les remplacer par un autre régime, etc., etc. Bref. Moi, je pense aussi, bon, Trump, est-ce qu'il est tenu par les couilles? Est-ce qu'il s'est juste laissé convaincre? Bon, on sait qu'il y a l'affaire Epstein. Apparemment, voilà, Israël aurait peut-être des dossiers sur lui. Tu sais, je vais être naïf. Je vais te paraître naïf. J'ai l'impression que non, hein, ils ne le tiennent pas vraiment avec des dossiers. J'ai l'impression que Trump a juste été stupide. Netanyahou a réussi à le convaincre. Comme quoi, ouais, voilà, tu verras, ça va être facile. Regarde ce qu'on leur a fait en juin dernier. Allez, viens, on leur fait la guerre. On va les tuer tous, on va tous les tuer rapidement. Tu verras Donald. Puis Donald, bah, il s'est fait avoir comme un Mickey, hein. Ouais, un vrai Mickey, ce Donald. Un vrai clown. C'est gaguesque. Il s'est laissé entraîner dans ce bourbier et voilà. Donc là maintenant, il veut juste, il veut y échapper là maintenant. Il essaye, pour moi, il essaye de trouver un moyen de s'en tirer euh, en douce. Donc hier, il nous a fait une annonce en disant des Iraniens que c'était les losers du Moyen-Orient et que voilà, l'Amérique est en train de gagner. Enfin, un truc complètement lunaire. C'est vrai qu'ils avaient bien commencé leur guerre par contre. Très vite, ils ont tué Khamenei et non pas Khomeini. Khomeini, c'est l'ancien, celui qui est mort il y a très longtemps déjà.
Ah, là, c'est Khamenei. Il y en a plein qui confondent les deux. Ça m'énerve. C'est Khamenei qui est mort. Allah yarhamou. Non. Là, pour moi, Trump, il, voilà, il cherche juste un prétexte pour se montrer, pour ne pas perdre la face, pour se montrer comme étant le vainqueur de la guerre. Et puis se désengager rapidement parce qu'il a compris qu'il s'était mis dans un bourbier. Et puis laisser peut-être des proxys faire la guerre à sa place. Je pense pas qu'il enverra des troupes au sol. Les probabilités que les États-Unis envoient des troupes au sol sont à mes yeux moindres que celles qu'ils balancent une bombe nucléaire sur Téhéran. Et que Dieu nous en préserve, je ne le souhaite pas du tout, mais je vois vraiment mal Trump engager des troupes au sol. Par contre, il peut utiliser des proxys. Il a essayé avec les Kurdes, qui apparemment lui ont dit non. Enfin, ça y est, ils vont arrêter de se faire manipuler. Bon, je ne vais pas faire du Kurd bashing, hein, je comprends, hein. Ils veulent avoir leur terre, que leur culture soit mise en avant et tout. C'est un peu les laissés pour compte du Moyen-Orient. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup servi de proxy lors des dernières guerres en Syrie, en Irak et tout ça. Bon, bah là, tout porte à croire que ben, ils veulent pas, sachant que les conséquences pourraient être fâcheuses parce qu'ils vont se mettre à dos tout le monde hein, s'ils font ça. Ils vont se mettre à dos l'Iran, ils vont se mettre à dos l'Irak, ils vont se mettre à dos la Turquie encore, ils vont se mettre à dos, mais tout plein d'acteurs. Puis il y a les Azéris aussi, hein. Les Azéris, donc l'Azerbaïdjan qui pourrait peut-être, sachant qu'il y a une minorité azérie en Iran, tout au nord, donc il pourrait peut-être servir de proxy. Donc voilà, Trump il essaye, je pense, de chercher quel pays, enfin quel proxy les États-Unis pourraient utiliser contre l'Iran pour se désengager, dire voilà, on a affaibli l'Iran, maintenant il y a des soldats qui vont poursuivre la guerre, on leur a déblayé la route, on leur a facilité le travail, et puis si jamais ils échouent, eh ben il pourra rejeter la faute sur eux et dire que de leur côté, voilà, ils ont fait ce qu'il fallait. Non, parce que cette guerre, on peut se le dire, elle est totalement contre les intérêts américain, notamment en matière économique. Même si, bon, Trump a pris soin, maintenant on comprend tout. Trump a bien pris soin de s'accaparer de tout le pétrole vénézuélien pour justement pouvoir faire pression à la baisse sur les prix du pétrole et mettre à mal donc ses adversaires géopolitiques. Mais enfin, là, le problème, c'est que la guerre qu'il fait, ben, ça risque tout simplement de provoquer une récession, une stagflation, c'est-à-dire l'inflation, donc la montée des prix des denrées et tout ça, à cause de la montée des cours des matières premières. Attends, on a le gaz qui a fait x2, je crois. On dirait une crypto-monnaie en plein bull run. Qu'est-ce qui se passe? Et, euh, et puis voilà. Bref, il y a tout plein de choses qui se jouent. D'ailleurs, pour tout ce qui est conséquences sur la finance, l'économie et tout ça, de la géopolitique, j'ai ma chaîne Max Invest. Samus dit Max Invest. Donc ça parle des marchés crypto, bourse et tout ça. Puis on fait des analyses aussi macroéconomiques, historico-économiques. Donc voilà, je te mets le lien en commentaire épinglé de ma dernière vidéo sur cette chaîne pour que à la fin de ce podcast tu ailles regarder. Tu verras, c'est super intéressant. Mais en tout cas, voilà. Donc j'en reviens quand même sur la mort de Khamenei. Ça n'a pas fait tomber le régime, hein. Non, direct après, il y a eu la mise en place d'un sorte de triumvirat, donc de co-direction à trois. Donc il y a Pezeshkian, qui est le président, plus le chef de la justice, plus Ali Reza Arafi qui fait office d'ayatollah en intérim. Et voilà, même le poste d'ayatollah, c'est tellement la crise que même le poste d'ayatollah, c'est plus un CDI, c'est devenu de l'intérim maintenant. Donc l'Iran résiste bien. L'Iran a l'air bien plus forte qu'au mois de juin. Ils se sont préparés. Alors, ils n'ont peut-être plus de défense aérienne. Là, des informations que nous avons, hein, parce que oui, on n'a pas tout, mais de ce qu'on a, euh, les, les, pardon, les avions, donc
américains et même israéliens peuvent survoler leur espace aérien assez facilement. Par contre, ils ont des missiles beaucoup plus précis, les Iraniens, qui arrivent à toucher la cible très facilement. Donc, parce qu'ils auraient changé leur système de guidage, avec un croisement entre système de guidage russe, chinois et européen et tout ça. Bref, je suis pas spécialiste de toutes ces choses-là, mais après renseignement, c'est ce qui se serait passé. Donc la Russie et la Chine. Ah, qu'est-ce qui se passe avec les BRICS? Je t'avais dit dans une précédente vidéo sur l'Iran que il y a évidemment le côté eschatologique à prendre en compte, avec le plan Yinon, la volonté de morceler le Moyen-Orient sur des bases ethnico-confessionnelles, qu'il y ait de moins en moins de puissance pour qu'Israël soit la seule puissance viable au Moyen-Orient, plus l'eschatologie, la prophétie du grand Israël, la reconstruction du troisième temple, et blablabla, tout ça. Mais aussi les enjeux géoéconomiques, voilà, avec les BRICS. L'Iran, c'est une pièce maîtresse dans le projet Belt and Road, les nouvelles routes de la soie chinoise. Euh, donc, il faut bien comprendre que... Et c'est pour ça aussi tout à l'heure, pardon, je disais que je pense que Trump s'est laissé convaincre par Netanyahou. Je pense qu'il a trop pensé à ça, il a eu les yeux plus gros que le ventre. Il a été con pour moi. Je suis peut-être naïf, hein, peut-être que c'est un fanatique évangéliste qui cache très bien son jeu et qui veut hâter la venue du Messie en ramenant tous les juifs en Israël. C'est ça, hein, les évangélistes, hein. C'est ça. Pour que Jésus revienne, il faut que tous les juifs aillent en Terre Sainte. Voilà. D'où la convergence d'intérêts entre évangélistes chrétiens et, euh, et juifs sionistes. Mais c'est pour se faire la guerre après, hein. Faut bien comprendre. C'est pour se faire la guerre plus tard. Bref. Je sais, c'est bizarre, mais voilà. Donc, l'aide russo-chinoise, elle existe, notamment en matière de renseignement. Donc ça, c'est beaucoup la Russie. Même si on surestime un peu, mais voilà, la Russie ne fait pas rien. Mais c'est très subtil. Car l'intérêt russe, c'est le maintien du régime actuel iranien en place, mais sans faire la guerre à leur place. En fait, il faut maintenir l'état de guerre, que la guerre se poursuive, que voilà, que la guerre s'enlise pour voir les États-Unis s'empêtrer dedans, dans un nouveau Vietnam. Voilà. Et puis, faut bien comprendre que la Russie est gagnante d'un point de vue économique, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les prix des matières premières qui flambent. La Chine, qui pouvait acheter à l'Iran, bah maintenant elle est obligée d'acheter à la Russie. L'Inde, l'Inde, Modi, qui est parti voir Netanyahou peu de temps avant la guerre, bah c'est pareil. Vers qui il va se tourner maintenant pour acheter donc du pétrole? Bah vers la Russie. La Russie qui pourra le revendre bien plus cher, avec sans doute des remises, hein, mais voilà. Maintenant, il faut bien comprendre, ça se fait avec 3 mois d'écart. Donc là, c'est pas parce que les cours ont flambé que tout de suite ça se répercute sur le prix du baril. Ça se fait avec 3 mois d'écart, je pense. Ok? La Chine est moins arrangée que la Russie par cette guerre. La Chine peut justement, voilà, si l'un des deux, si l'un des deux grands alliés de l'Iran devrait intervenir au bout d'un moment, ce serait plutôt la Chine. Mais la Chine, attention, la Chine aussi est très patiente. La Chine aussi veut laisser les États-Unis s'embourber. Parce que ça les décrédibilise en fait, vis-à-vis de tout le monde. Ça montre que les États-Unis ne respectent pas leurs accords, ça montre que les États-Unis n'arrivent pas à protéger leurs alliés, donc les pétromonarchies. La Chine aimerait s'attirer les faveurs des pétromonarchies. La Chine aimerait que toutes les pétromonarchies arrêtent de vendre leur pétrole en dollars. C'est déjà le cas de l'Arabie Saoudite, depuis le 9 juin 2024, qui est sorti des accords là qu'il y a eu dans les années 70. Après la fin du dollar or et la mise en place du pétrodollar. Oui, ça fait 2 ans quasiment. Ça n'a pas fait la une des journaux, mais c'est bien le cas. L'Arabie Saoudite n'est déjà plus obligée de vendre son pétrole en dollars. Donc,
voilà, on laisse les États-Unis se fâcher avec ses alliés. Donc même la Chine n'interviendra pas tout de suite. Elle laisse les États-Unis bien se ridiculiser. Mais je te dis que des deux, entre Chine et Russie, c'est plutôt la Chine, à mon avis, qui devrait intervenir en premier si ça va trop loin. Si, par exemple, on commence à franchir la ligne rouge. Pour moi, la ligne rouge, c'est pas la guerre contre l'Iran. On nous a fait croire à ça pendant des années, mais c'était un piège. It was a trap. Trump. Voilà. C'était un piège. Abruti était tombé dedans. Non, la vraie ligne rouge, c'est l'arme atomique, je pense. Ouais, je pense que si une bombe atomique est lancée sur Téhéran, là, ça peut finir en Troisième Guerre mondiale. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas ça, je parle pas de Troisième Guerre mondiale. Mais en attendant, non, les alliés de l'Iran, bah, ils fournissent des renseignements à l'Iran, mais ils laissent la guerre se poursuivre. De toute façon, c'est Trump qui est tenu par les couilles et qui est pressé par le temps. Parce qu'il a déclenché sa guerre de manière unilatérale sans demander l'aval du Congrès. Ok? Normalement, le président américain, il demande au Congrès. Là, il va se faire rattraper par le Congrès. Dans 6 mois, il y a les élections de mi-mandat. Et il ne peut pas s'enliser dans une guerre trop longtemps, à moins d'être vraiment la marionnette à 100% de Netanyahou. Et là, on saura. Là, maintenant, on va savoir. Est-ce que Trump, c'est juste quelqu'un qui bluffe, quitte à tenter des coups de poker de temps en temps, et à faire de grosses conneries? Ou bien est-ce que c'est vraiment une grosse marionnette de A à Z? C'est l'heure de vérité, les amis. Cette année, là, en 2026, on va tout savoir. Ce qui nous a bien eu quand même, hein. Il s'est bien montré comme quelqu'un étant isolationniste contre la guerre et tout. Il est fort, il est fort. Mais c'est une fraude. Voilà. Et puis quel autre pays pourrait être arrangé par ce qui se passe? Ben, je pense à l'Algérie. Ah, oui. Donc l'Algérie, alors, loin de moi l'idée de me réjouir du malheur des autres, hein, attention. Non, parce que je vois certains Algériens sur les réseaux sociaux, calmons-nous les amis, arrêtons de... Enfin, la plupart des Algériens sont contre la guerre eschatologique menée à l'Iran, évidemment. Mais j'en vois certains se réjouir parce que ça fait monter les cours des matières premières et que ça va profiter à l'Algérie sur du long terme. Alors oui, 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 c'est vrai. Mais voilà, faut pas non plus se réjouir du malheur des autres, les gars, parce que je vous le dis, après l'Iran, ça peut être l'Algérie. Je ne dis pas que ce sera forcément le cas, d'accord? Il y a d'autres pays qui risquent d'être ciblés avant l'Algérie, mais bon, ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo peut-être. On laisse ça pour plus tard, puisque ça commence à être un peu long. Mais voilà, il faut faire attention. Maintenant, la position algérienne, bah, elle est intéressante, parce que l'Algérie, dès le premier jour, elle a condamné l'attaque contre l'Iran. Et puis le lendemain ou le surlendemain, ils ont en même temps condamné les frappes contre les pétromonarchies, mais sans nommer l'Iran. D'accord? Donc là, on a une position assez neutre, mais pas neutre entre l'Iran et Israël, USA, neutre entre l'Iran et les pétromonarchies. Donc il faut comprendre, d'un point de vue global, l'Algérie est plus alignée avec les positions iraniennes, bien évidemment. Mais il y a eu dernièrement un rapprochement avec l'Arabie Saoudite qui menait déjà une sorte de guerre froide interne au monde arabe avec les Émirats. Et l'Algérie avait plutôt pris le parti de l'Arabie Saoudite, sachant que l'Algérie est déjà en froid avec les Émirats. L'Algérie a interdit, à juste titre pour moi, le survol de son espace aérien aux Émirats. Les Émirats qui financent beaucoup de guerres en Afrique. Les Émirats qui ont complètement retourné la tête de Assimi Goïta au Mali, de l'AES, qui ont envoyé Wagner un peu partout. Parce que oui, c'est les Émirats qui financent Wagner, qui financent des génocides atroces comme au Soudan, bref. Donc voilà, les Émirats qui sont beaucoup plus interventionnistes à l'heure actuelle que l'Arabie Saoudite. Donc il y a eu un rapprochement il n'y a pas très longtemps entre l'Arabie Saoudite et l'Algérie, sachant que
l'Algérie, le président algérien a eu au téléphone les dirigeants saoudiens, qataris, puis d'autres pétromonarchies, mais pas émiratis. D'accord? L'Algérie a dénoncé les frappes contre, évidemment, les pétromonarchies, mais sauf les Émirats. Donc, faut bien comprendre dans quel contexte se place la position algérienne vis-à-vis du conflit en Iran. Il y a beaucoup de choses qui se jouent en même temps. Il y a la guerre en Iran, puis tu as en même temps une guerre froide interne au monde arabe. C'est très subtil, ok? Donc c'était le petit mot sur l'Algérie, puis ouais, pour terminer, on va parler un peu de l'Union européenne encore, hein? Macron, bah alors Macron, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis et Israël mènent conjointement une attaque contre l'Iran sans te prévenir, et toi, au lieu d'en profiter pour justement ne pas nous engager dans cette guerre, tu envoies le Charles de Gaulle. Mais c'est une double humiliation. Humiliation d'abord parce que on n'a pas été prévenu. Humiliation ensuite parce que on les suit comme des toutous à cause de toi. Prends exemple sur Pedro Sanchez, le chef d'État espagnol. Viva España. Voilà. Ça, c'est une bonne position. Pedro Sanchez qui a refusé de suivre les États-Unis dans leur guerre. Et qu'est-ce qu'a fait Trump? Eh ben Trump, il dit, bah, on me les met sous embargo, on fait plus de commerce avec eux. Ce à quoi Pedro Sanchez a répondu qu'ils peuvent faire sans les États-Unis. Et que agir ainsi pour les États-Unis, ben, ce n'est pas être allié finalement. C'est se comporter comme un seigneur vis-à-vis de son vassal. Voilà. Là, c'est pas une alliance. C'est un lien de vassalisation. Voilà. Nous sommes les vassaux des États-Unis. Et là, ce genre de fait le montre de plus en plus. Donc, j'ai vu certains partisans de Trump en France, notamment le comité Trump France, totalement ridicule, qui ont appelé à ce que l'Espagne soit boycottée de la prochaine Coupe du Monde. Et ben moi j'espère qu'ils iront à la Coupe du Monde qui va se jouer aux États-Unis, pays qui n'est même pas intéressé par le football, mais bon, c'est pas grave. Et j'espère que l'Espagne gagnera, hein? Viva España. Voilà, ce serait un très beau symbole. Et puis c'est l'équipe qui joue le mieux au football actuellement. Depuis le dernier Euro, ils l'ont montré. Voilà. Enfin bref, là je réfléchis un peu au cas où j'ai oublié de dire un ou deux trucs. En tout cas, les amis, voilà. Ne pas s'inquiéter pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de troisième guerre mondiale à l'horizon. J'ai bien dit pour l'instant. Moi, je parlais déjà de la troisième guerre mondiale quand personne n'en parlait. Ok, je parlais des risques qu'on courait. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui parle de ça. Voilà. Donc, on a été précurseurs sur ma chaîne, les amis. Et si vous voulez encore une fois être précurseur, ben encore une fois, abonnez-vous, commentez, hein, donnez votre avis, que vous soyez d'accord ou pas. Peu importe le camp dans lequel vous vous trouvez, on est ouvert au débat. Ma chaîne s'amuse d'Imax Invest pour l'économie, la finance, les marchés. Il y a du lourd qui arrive, les amis. T'as le lien vers mon Twitter dans la description, t'as plein de choses. Je te laisse cliquer un peu partout. Et je te dis à très bientôt. De toute façon, oui, dernier petit point, pardon. Dernier petit point. Donc je compte revenir sur cette guerre en Iran et sur d'autres aspects. J'évite de faire comme certains, sans critiquer, chacun a sa méthode. Mais il y en a plein qui font des lives, des vidéos au jour le jour. Moi je vais éviter de faire ça, je te dis la vérité, parce que on est en plein brouillard de guerre. Comme on dit, le premier ennemi de la guerre, c'est la vérité, ne jamais l'oublier. Ce matin encore, on a appris que voilà, il y a eu des frappes contre des usines de dessalement d'eau de mer en Iran. Donc au début, on l'attribuait aux États-Unis, maintenant on l'attribue aux Émirats. On ne sait pas trop. Euh, Ça se trouve, les États-Unis et Israël disent que c'est les Émirats pour évidemment que les musulmans se battent encore entre eux. Hein, c'est possible, tout est possible. Des fois, on nous montre des images, on nous dit c'est Téhéran qui est frappé, mais en fait c'est Tel Aviv, et vice-versa. Des fois, c'est de l'intelligence artificielle. Bref, le premier ennemi, la première victime, pardon, de la guerre, c'est la vérité.
Voilà. Chacun protège ses informations, chaque acteur ne montre pas ses faiblesses et veut se montrer comme étant avantagé par la situation. Donc il faut faire très attention et c'est la raison pour laquelle j'évite d'agir au jour le jour. Je préfère agir, voilà, je reviendrai, hein, évidemment. C'est trop important pour ne pas revenir sur tout ça, mais plutôt une à deux fois par semaine, histoire de faire des... Voilà, histoire d'avoir des vues d'ensemble, sachant qu'il y a sans doute des bêtises dans ce que j'ai dit et dans ce que disent tous les analystes. Ok? Il y a des choses qu'on dit maintenant et finalement plus tard, il s'avérera que c'était l'inverse. Ça se trouve, Trump est un génie. Ça se trouve, il est en train de nous faire un gros bluff. Ça se trouve, il va faire exprès de se désengager pour provoquer la destruction d'Israël. Ou alors, ça se trouve, c'est une marionnette à 100%. Oui, malgré le point où les choses ont avancé, en fait, on n'en sait rien. Bon, quand je te dis que c'est un génie, je ne le pense pas. Je pense que l'autre possibilité est plus probable. Même si pour moi, on est dans un entre-deux. Pour moi, il a juste fait le con, il s'est juste laissé convaincre par l'autre serpent de Netanyahou, tu vois. Enfin bref, en tout cas, c'est passionnant. Ça fait peur et c'est passionnant en même temps. Donc, les amis, allez, j'arrête de vous embêter avec tout ça. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur et à très bientôt.